l'héroïsme en 2017. Nous avons tous en tête quelques figures héroïques, réelles ou fictives, qui ont pris le risque de mettre en jeu leur vie pour défendre des valeurs. De Jean Valjean à Jean Moulin, de Nelson Mandela à Edward Snowden. Mais comment savoir comment nous nous comporterions nous-mêmes en situation? Comment penser le courage dans la vie de tous les jours? Le courage de se lever le matin, le courage d'affronter l'adversité au travail, face à la maladie, en amour. En quoi consiste le courage? Est-ce qu'il consiste à endurer le réel, à faire le dos rond ou à rompre les amarres afin de ne pas être complice d'une situation? Consiste-t-il à tenir bon ou à se révolter, à réfléchir ou à se lancer sans tergiverser? Socrate, dans le Lachaise, le définissait comme le savoir, comme un savoir et une science, le savoir de ce qu'il faut redouter. À l'heure où le terrorisme fait son retour, comment distinguer le vrai courage de la fascination pour la violence et la mort? Averti par les ravages qui ont conduit au XXe siècle à une forme d'héroïsation de la politique, ne faudrait-il pas se débarrasser de cette figure du héros? Ou au contraire, doit-on considérer que le courage est le fondement même du métier de citoyen et qu'il faut lui faire une place et penser un héroïsme démocratique? Voilà les questions pressantes, actuelles, profondes, que nous allons aborder aujourd'hui avec Cynthia Fleury à ma gauche et Boris Cyrulnik à ma droite, et en l'absence de Ismail Saïdi, qui était annoncé dans vos programmes, le metteur en scène de la très belle pièce Djihad, qui raconte le parcours à la fois poétique et désastreux de deux djihadistes en Syrie, qui était invité, qui avait accepté de participer à cette discussion, mais qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, a dû changer de programme. Nous le regrettons, bien entendu. Cynthia Fleury, vous êtes philosophe et psychanalyste. Je suis sûr que tout le monde aujourd'hui a l'impression de vous connaître un petit peu plus, mais tout de même quelques mots sur votre parcours. Vous êtes la philosophe qui monte aujourd'hui dans le champ de la pensée éthique, professeur au MINE à Paris, membre du Conseil national consultatif d'éthique depuis 2013, influencé par Vladimir Yankelevitch et Michel Foucault. Vous penchez sur les maux de notre temps, les pathologies de notre temps, avec le souci non seulement de les comprendre, mais surtout de les soigner. Marqué par ce qu'on appelle la pensée du Caire, vous avez initié la première chaire de philosophie dans un hôpital, à l'Hôtel-Dieu à Paris, où médecins, patients, personnels, mais aussi philosophes apprennent ensemble à penser la santé dans tous ses registres. Auteur d'un essai très remarqué récemment, Les Irremplaçables, qui ramasse un peu l'ensemble de votre pensée, vous avez publié un essai, La fin du courage, où vous tentiez justement de réveiller la valeur du courage dans une société que vous qualifiez de congelée. À vos côtés, donc, Boris Cyrulnik, on ne vous présente plus non plus. Boris, vous êtes neuropsychiatre et éthologue, directeur d'enseignement à l'Université de Toulon, introducteur de la notion de résilience sur laquelle nous allons réfléchir et mobiliser certainement aujourd'hui. L'idée donc que les individus sont capables de surmonter des situations qui auraient dû les anéantir, auteur d'essais qui ont marqué les nourritures affectives, parler d'amour au bord du gouffre. Vous avez publié plusieurs essais autobiographiques qui voulaient notamment question du courage. Votre dernier essai s'intitule Ivre paradis, bonheur héroïque et s'interroge justement sur la fonction des héros dans la construction du sujet, qu'il s'agisse du héros bénéfique qui permet à l'individu de se redresser ou du héros maléfique qui encourage les humiliés à passer à l'acte de manière violente. Notre discussion va s'organiser en 3 moments. Elle sera accompagnée, heureusement comme il se doit aux inattendus, par les improvisations musicales de Francesco Cafisso, saxophoniste, flûtiste, pianiste, que vous avez déjà entendu, peut-être eu le bonheur d'entendre hier soir, et qui accompagnera les réflexions de nos deux philosophes de ces improvisations au saxophone, au piano et à la flûte. Je l'en remercie. Notre discussion se déroulera donc en 3 temps. Un premier moment plus personnel et existentiel où je demanderai à chacun des intervenants de dire quel a été son rapport personnel à cette question. Dans un deuxième temps, je leur demanderai quelles sont les clés, les outils éthiques qu'on peut mobiliser pour reprendre courage ou pour défendre ses valeurs ou essayer d'être un héros. Et enfin, dans un troisième temps, je leur demanderai d'appliquer cela à la situation contemporaine pour voir comment est-ce qu'on peut distinguer les vrais héros, les vrais résistants, les vrais courageux des falsifications de l'héroïsme dont nous sommes aujourd'hui les témoins dans des drames parfois très violents. Mais pour commencer donc, peut-être Boris Cyrulnik, vous pourriez nous raconter comment vous dites dans votre dernier livre que les héros de votre enfance, et le premier d'entre eux, Rémi de Sans Famille, qu'on connaît tous, le héros de Hector Malot, vous a aidé à reprendre courage. Vous écrivez, quand j'ai croisé Rémi, j'avais 11 ans, il en avait 10, ce petit héros parlait de moi, il m'indiquait un chemin de vie possible malgré tout.
En quoi est-ce que les héros de votre enfance vous ont aidé à reprendre courage, Boris Cyrulnik? C'est surtout Rémi qui m'a aidé. Rémi avait 11 ans quand j'en avais à peu près 10 ou 11. Et c'est la première fois que j'allais à l'école, puisque je n'avais pas la possibilité d'aller à l'école pendant la guerre. Et quand j'ai vu que Rémi était chassé de sa famille parce que son père avait eu l'épaule cassée, et il n'y avait pas de sécurité sociale au XIXe siècle, donc son père est rentré, n'avait pas de travail, il a fallu vendre la vache et vendre un peu Rémi. Et donc Rémi a quitté l'école l'année où moi j'entrais à l'école. Et j'ai éprouvé l'entrée à l'école comme une libération extraordinaire. C'était la fin de la guerre, c'était la rencontre des copains, c'était des problèmes merveilleux comparés aux problèmes de la guerre. Et Rémi me disait, il m'écrivait, il écrivait, c'est pour moi qu'il a écrit son livre, et que Hector Malot a écrit ce livre. Et Rémi me disait, ben, tu vois, même quand on a un pépin, regarde, on peut rencontrer monsieur Vitalis, le bien nommé, et la poésie est encore possible, puisqu'avec un singe et 3 chiens, tu peux gagner ta vie, courir le monde, inventer des spectacles et être heureux. Et alors j'ai accompagné Rémi dans tous ses voyages, avec ses pépins, parce qu'il n'en a pas manqué, mais à chaque fois, Rémi rebondissait. Donc Rémi m'a accompagné dans toute mon enfance et je pense que ça a été mon premier psychothérapeute avec Tarzan. Cynthia Fleury, la fin du courage s'ouvre par un passage qu'on a déjà longuement évoqué aujourd'hui. Vous dites d'ailleurs que vous avez perdu le courage comme vos lunettes, mais vos lunettes, vous les avez toujours perdues ou vous les avez retrouvées? D'accord. Je me suis retrouvé à terre au bord de l'abîme, dites-vous. Et vous citez d'ailleurs le Roquentin de Sartre, de la nausée, affronté lui aussi à une sorte de découragement, mais un découragement presque palpable dans le goût des choses, dans le goût de la vie. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez perdu courage? Alors, je ne répondrai pas à cette question, mais j'essaierai quand même un petit peu d'y répondre. Au sens, d'abord, pourquoi j'avais dit cette formule un peu presque anecdotique? Précisément parce que très souvent, on perd le courage de façon latente, par usure successive, par érosion de soi, et ce n'est pas une disparition flagrante. D'ailleurs, si cela se faisait de façon dure, sans doute qu'il y aurait un réflexe de survie pour aller le récupérer, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus du domaine comme ça du sournois. Et donc effectivement, comme on égare quelque chose, on n'y prend pas garde. On n'y prend pas garde et tout d'un coup, on se retrouve effectivement dans un sentiment profond de découragement. Et généralement, ce sentiment de découragement, il est lié au fait qu'on n'est pas arrivé, après X et X temps, à faire sujet, à avoir le sentiment d'être le sujet de sa vie. Sans aucune question de maîtrise. Il ne s'agit pas d'avoir la maîtrise de sa vie. Il s'agit simplement, à un moment donné, d'avoir un sentiment de création possible d'une partie de sa vie, comme Rémi, comme d'autres. C'est-à-dire que tout d'un coup, notre manière d'être au monde passe par un process un peu créatif, un peu d'invention, un peu de part de soi-même. Et quand on n'a plus ce sentiment créatif avec la vie, et quand je dis la vie, ça peut être les autres, ça peut être un travail, enfin c'est ça, à ce moment-là, un phénomène d'érosion arrive, un sentiment de ne pas faire sujet arrive, et c'est tout simple, un sujet a besoin de faire sujet pour ne pas déprimer, pour ne pas passer à l'acte contre soi-même ou contre les autres. Et donc, les phases de découragement, je crois que chacun d'entre nous, nous les connaissons, parce qu'en même temps, la vérité initiatique d'un sujet, c'est de devenir sujet, c'est de faire l'épreuve de cela. Et il n'y a pas besoin de traverser les guerres. Les guerres peuvent nous empêcher d'être sujet, mais les moments de paix peuvent également nous empêcher d'être sujet, alors qu'en apparence, ils sont bien plus cléments pour ce sujet. Et pourtant, ce n'est pas si simple.
Boris Cyrulnik, vous diriez aussi que le héros, le Rémi, pour vous, c'est celui qui était le sujet que vous aviez du mal à être? Alors, j'étais personne, puisque pendant la guerre, je n'étais que condamné à mort, puisque ma famille était morte et moi, j'avais bien conscience que c'était mon destin. Donc, Rémi a été mon image d'identificatoire, c'est-à-dire que il m'a montré le chemin, mais il n'a pas prétendu me sauver, parce que le sauveur, souvent, c'est un escroc. Alors que Rémi m'a montré le chemin et m'a dit, voilà, si ça t'intéresse, prends le même chemin ou un chemin analogue au mien, mais je ne serai pas ton sauveur, c'est toi qui dois te sauver, mais voilà un modèle. C'est-à-dire que normalement, c'était la fonction du père, à l'époque où il y avait encore des pères. Mais il n'y en a plus? Ça dépend des pays. Il y a des cultures où il n'y a plus de pères. J'ai été au Qatar, j'ai été invité à l'hôpital de Doha. L'État est tellement riche et fournit tout aux familles que les mères ont gardé un petit pouvoir affectif, mais les pères n'ont plus aucune fonction, sauf la fonction de répression. C'est-à-dire que la fonction du père dépend étonnamment de la culture. Le mot mère, les mères, on sait à peu près ce que c'est. À peu près, pas toujours. Mais les pères, on ne sait pas ce que c'est, ça dépend étonnamment de la culture. Il y a des cultures où le père, c'est le frère de la mère. Il y a des cultures où le père, c'est l'aristocrate, c'est mon seigneur, qui s'est transformé en monsieur. C'est à l'origine, c'était Monseigneur. Vous avez vu des femmes qui appellent encore leur mari Monseigneur? Ça se fait rare actuellement. Hein. Donc, ça s'est fait. Et ensuite, le père, le mineur, ça a été l'homme, surtout à Mons, dans la région, ici, les mineurs étaient héroïsés. C'était des héros familiaux, parce qu'ils travaillaient 15 heures par jour, 6 jours par semaine, et qu'ils donnaient tout ce qu'ils gagnaient à leurs femmes. Et leurs femmes, en échange, héroïsaient les pères. Héroïser le père, c'était un peu l'encourager au sacrifice. Mais maintenant, quand un État est bien organisé et déculturé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sens, il n'y a plus de raison à trouver, ça tombe, l'État fournit, ça tombe, et bien à ce moment-là, la fonction du père disparaît. Et la fonction du père risque alors d'être remplacée par un gourou, c'est-à-dire un escroc religieux ou un escroc idéologique. Cynthia Fleury, là je fais plus appel aux compétences de la psychanalyste. Est-ce que vous diriez vous aussi que le découragement contemporain trouve des causes dans la transformation familiale, la dévirilisation de la société contemporaine? Je sens que ça va être compliqué ce débat. Je sens que ça va être compliqué. Bon, alors... non, je dirais pas tout à fait la même chose. Je vois, hein, bien sûr, mais je dirais pas tout à fait la même chose. La fonction parentale, au sens large du terme, la fonction maternelle, la fonction paternelle, des fonctions de toute façon relativement atomisées aujourd'hui. C'est pas simple du tout de maintenir cette fonction. Ça ne l'a jamais été, sans doute. C'est une fonction absolument déterminante. En clinique, moi, sur le divan, je rencontre les deux. Je rencontre des hommes et des femmes qui, soit ont pris cette question à bras-le-corps comme une question essentielle, soit au contraire ont laissé cette question. Donc, je ne peux pas tellement trouver une généralisation de cela. En revanche, ce qui a atteint la société, de manière générale, c'est ce que Arendt avait théorisé comme crise de l'autorité. C'est-à-dire que, ou ce que Claude Lefort avait théorisé auparavant en disant, voilà, nous sommes dans un monde qui a destitué les références, les référentiels, le référentiel sacré, divin, et puis petit à petit, dans les phénomènes profanes de cette autorité, il y a bien évidemment l'autorité du père, l'autorité de la mère, elle n'a jamais existé, donc elle ne risquait pas de tomber, si vous voulez, mais de fait, bon... on peut aussi avoir une destitution à ce niveau-là, et puis la destitution du professeur,
dit pareil, du scientifique, c'est-à-dire de l'intellectuel. Vous voyez toutes ces formes de destitution. Alors, soit aujourd'hui on part du principe que c'en est fini de l'autorité. Je ne le crois pas du tout. Je pense qu'il n'y a absolument aucun état de droit sans autorité. Mais qu'en revanche, nous sommes à un temps où nous avons une réinvention de cette autorité, des nouvelles formes de légitimité, et que c'est notre travail d'édifier ces nouvelles formes de légitimité. Et donc ça, en revanche, c'est jamais simple, parce que c'est un temps, alors qu'on a un sentiment de déclin, en fait, c'est un temps pionnier qui se met en place. Et c'est ce que disait, en l'occurrence, l'inénarrable phrase de Gramsci sur ce qu'est une crise, c'est-à-dire un monde s'éteint et le nouveau tarde à naître. On est un peu dans ce sentiment-là, c'est-à-dire qu'on a un sentiment d'avoir des réflexes de pensée qui sont ceux d'un ancien temps, et même des outils démocratiques qui sont un petit peu dessaisis du temps d'aujourd'hui, et en même temps, la confiance dans l'émergent n'est pas totalement vécue. Bon. Et ça, je pense que c'est aussi le travail d'un enseignant, d'un analyste, c'est de rendre capacitaires les individus. Et de rendre capacitaires les individus, c'est précisément de leur redonner une puissance de création et de confiance avec l'émergent. C'est-à-dire qu'ils se disent, oui, je peux inventer le réel. Je crois que c'est un des enjeux du soin, de la cure. En tout cas, moi, c'est comme ça que je pratique ma clinique. Donc, pas du tout comme sauveur, pas du tout comme gourou, pas du tout comme discours du maître, mais comme à un moment donné, le tiers, un autre, qui vient et qui accompagne quelque chose pour que le sujet, l'autre, surgisse en tant que sujet et fasse, effectivement, retrouve sa puissance de capacitaire, retrouve sa puissance de faire. Francesco, que vous inspirent ces premières réflexions en musique ?
Cynthia Fleury, pour reprendre courage, qui sera la deuxième question, deuxième partie de notre réflexion, reprendre courage, qu'est-ce que ça veut dire reprendre courage? Vous énoncez quelques règles assez simples, mais qu'on aimerait approfondir un petit peu. Vous dites qu'il faut pouvoir compter sur un tiers, être patient, aller chercher la force là où il faut. Il faut expliciter un peu. Ce sont des règles effectivement simples et puis qui renvoient à quelque chose qui se passe souvent là aussi en cure. C'est-à-dire, je ne parle pas de reprendre courage collectivement parlant, mais au niveau individuel. C'est vrai que en tout cas, une proposition, une des premières choses, c'est de comprendre que le temps peut être un allié. Et je pense que ce n'est pas une vérité simple à entrevoir, parce que très souvent on considère que le temps passe, file, et d'avoir déjà un sentiment d'alliance possible avec le temps, que le temps ne joue pas contre soi, c'est déjà une grande conquête. Mais pourtant, ce retournement-là, il est, je crois, là aussi nécessaire pour, à un moment donné, et reprendre courage et, d'une manière générale, faire sujet. De comprendre qu'il y a une conception autre du temps, une conception plus cyclique, plus énergétique du temps, plus transformatrice, et qui fait que le temps est un allié. Donc ça, c'est un premier point. Et puis c'est vrai qu'après, il y a la question, et Boris Cyrulnik, sans doute, il reviendra, mais la question de ce qu'on appelle la résilience. Bon, et là aussi les définitions sont multiples, mais très souvent cette capacité à un moment donné de surmonter un traumatisme, une difficulté, une douleur, etc., elle se fait par le truchement de quelque chose ou de quelqu'un, mort, vivant. Ça peut se faire par le biais d'un livre, d'un héros, d'une figure mythique, ça peut se faire par le biais d'un thérapeute, ça peut se faire par le biais d'un ami, ça peut se faire par la famille, ça peut se faire par l'idée que l'on a éventuellement de soi-même, hein, c'est-à-dire un autre soi-même, que sais-je. Mais en tout cas, il y a un phénomène non linéaire d'accès à soi. Et ça, il faut, d'abord, ça demande une certaine forme de générosité, c'est-à-dire de se dire qu'il y a la ressource, alors que précisément, généralement, on vit dans ce moment où on se dit il n'y a pas de ressources. Et donc, là aussi, ça demande ce déploiement de générosité pour dire si il y a la ressource. Je suis juste visiblement incapable de la voir, et en moi-même et en autrui. Alors c'est vrai que c'est fantastique quand on a la chance de faire un phénomène de transfert, parce que tout d'un coup, on attrape ça. Bon, parfois, il n'y a pas. Mais ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'il y a toujours, en fait, et qu'il faut chercher. Tant qu'on n'a pas trouvé, il faut chercher. Il faut chercher et à un moment donné, aller chercher la force là où elle se trouve. Et dernier point, je dis souvent parce que là aussi, ceux qui viennent à moi en analyse, parfois sont entourés de ressources, mais de ressources entre guillemets perverses, qui en fait les vident. Et donc là aussi, c'est à un moment donné, cette intelligence du réel, qui est une forme de courage, c'est de comprendre que c'est pas parce qu'on se dit être une ressource que l'on est une ressource. Et que parfois, la famille est la chose la première à fuir. Que parfois, un ami qui se dit un ami est le premier à fuir. Voilà. Donc il y a un phénomène de décryptage du simulacre qui est autour de soi, qui est également très très important, et c'est pour ça que la vérité, entre guillemets, pas la vérité comme dogme, mais la vérité comme aletheia, comme lever le voile, hein, la vérité est un acte de santé, c'est quelque chose qui vient aider à faire soin. Boris Cyrulnik, justement, est-ce que vous reconnaissez dans ce que dit Cynthia Fleury l'idée d'un tuteur, c'est un peu votre Rémi, mais l'idée de prendre le temps aussi, l'idée d'aller chercher une force en dehors de soi quand on est privé de ressources? Est-ce que vous reconnaissez là les quelques éléments d'une éthique de la résilience? Mais au fait, c'est quoi la résilience? Alors la définition de la résilience, il n'y a pas plus bébête qui soit, c'est on est traumatisé par un choc physique, mais si un choc est émotionnel, la neuroimagerie rend observable que le cerveau s'éteint comme si c'était un choc physique.
Un choc émotionnel sidère le cerveau qui ne peut plus traiter les informations comme si c'était physique. Et ça, c'est important sur le plan philosophique, hein, parce que Descartes, là, alors que Spinoza, là, c'est-à-dire que... Donc, ça, alors, c'est la définition de la résilience. Et votre question, c'était... Est-ce que vous reconnaissez dans les quelques critères qu'a avancé Cynthia, le temps, le tuteur, la force ailleurs qu'en soi? Alors, ce que nous a expliqué Cynthia, c'est que, en fait, ça peut s'intégrer dans un mot, c'est qu'on est constamment en évolution. C'est-à-dire que la pensée linéaire, qu'on apprend trop en médecine, une cause provoque un effet, elle est totalement fausse, même dans les sciences dures. Et il faut s'entraîner aux pensées systémiques, c'est-à-dire à la convergence de différentes causes qui peuvent provoquer un effet, l'améliorer ou l'aggraver. C'est-à-dire que c'est toujours en évolution constante. Alors le temps, on est la seule espèce vivante à avoir une représentation du temps. Et que cette représentation du temps, on la meuble par des rêves ou par des espoirs, mais on peut la meubler aussi par l'angoisse. C'est-à-dire que si j'ai un moment de découragement, je vais anticiper ma vie comme un découragement. Elle va me quitter, je vais échouer à mon examen, je vais mourir. J'anticipe le temps, je suis anxieux. C'est-à-dire qu'à l'inverse, si, comme l'a dit Cynthia, il y a un tiers, s'il y a quelqu'un autour de moi qui s'imprègne en moi, la distinction entre soi et hors de soi, ça me paraît très discutable. Ce qui est en moi ne vient que de ce que vous y avez mis. Je suis structuré au fond de moi, dans mon intimité, par vos sourires, vos colères, vos mots, vos engagements, vos mépris. Je suis structuré par ce que vous êtes avec moi. Et à ce moment-là, j'ai un sentiment d'intimité, mais ce sentiment d'intimité ne peut venir que des autres, de mon entourage. Et à ce moment-là, comme j'ai une représentation du temps, et comme je suis sécurisé ou insécurisé par mon entourage, j'anticipe et je remplis ce vide de l'anticipation par de l'angoisse ou de l'espoir. Et ça complique tout parce que je peux aussi anticiper mon passé. C'est-à-dire que je peux aller chercher dans mon passé les souvenirs, les événements, les mots que vous avez mis dans ma mémoire, les relations, pour en faire une représentation. Le temps, c'est aussi mon histoire, c'est aussi ce qui s'est passé et ce qui est en moi. Donc à ce moment-là, la représentation du temps structure mon intimité, mais je peux le remplir ou d'espoir ou de désespoir selon la relation que vous établissez avec moi. Cynthia, philosophiquement, il y a un grand traité du courage, c'est le Lachès de Platon, et dans une culture qui était une culture héroïque, où Ulysse et Achille, les héros militaires, sont les grands exemples du courage, Socrate prend un peu de distance par rapport à cette culture héroïque et définit le courage comme un savoir. Et il dit le courage, c'est paradoxalement la science de ce qu'il faut redouter. Est-ce que cette approche, je dirais, philosophique, en termes de savoir, en termes de vérité, plutôt qu'en termes d'énergie, de force, s'inscrit dans la ligne de vos réflexions, ou bien ça vous inspire plutôt? Oui, c'est évident que c'est un des dialogues les plus importants pour comprendre, pour quitter, je dirais, la version, la dimension plus pulsionnelle, instinctive, énergétique, viriliste du courage. Effectivement, la grande figure d'Achille, et qui d'ailleurs qui est une figure d'hubris, qui est une figure aussi de passion, de démesure. Et là, avec Socrate, on a une figure de la mesure, de la mens, donc au sens de l'esprit. Et tout d'un coup, le courage va venir colorer, va venir définir un tempérament qui est précisément un tempérament du côté de la raison, du côté de l'âme, du côté de l'esprit, et pas simplement du côté du corps. Donc, sachant qu'il n'y a pas plus respectueux du courage des guerriers et du courage militaire que Socrate, et lui-même n'a pas de leçon à recevoir de ce côté-ci. Mais il n'empêche que ce qui va aller l'intéresser, c'est sur quelque chose qui est d'ailleurs la question socratique par excellence, c'est-à-dire
la fécondité des âmes, et donc cette fermeté d'âme. Le courage va aller de ce côté-ci, et donc il ne s'agit plus d'être dans l'apparence, il ne s'agit plus d'être dans une mascarade, il s'agit d'être dans le souci de soi, dans une radicalité de ce que Foucault a appelé le souci de soi, ce que Socrate appellera le connais-toi toi-même. Et quand il parle de connais-toi toi-même, c'est d'abord une science des limites. C'est connais tes limites. Connais tes limites pour savoir quelles sont les limites qu'il est important de dépasser et quelles sont les limites qu'il est important de respecter. Parce qu'il ne s'agit pas, encore une fois, d'être dans l'outrecuidance ou ces choses. Donc avoir la science de ce qu'il faut redouter, c'est d'abord comprendre que la peur n'est pas antinomique du courage, que la peur est un grand signal d'alerte, mais que la peur ne dit pas non plus l'intégralité d'un être et qu'il y a de la sublimation, qu'il y a des risques qu'il faut courir. Et le risque que courra Socrate et qu'il appelle d'ailleurs à prendre, c'est ce risque de la pensée, parce que c'est celui qui donne le prix de la vie, etc. etc. Donc on voit tout d'un coup comment se dessine un nouveau territoire du courage qui est le territoire de la construction d'un être, et pas simplement la construction d'une cité, d'un pays, mais la construction de soi. Boris Cyrulnik, j'essaie d'introduire un petit peu de différent entre vous. Cynthia Fleury parle du souci de soi, c'est un terme qui vous a fait réagir. Elle parle d'un sujet, devenir sujet. Est-ce que pour le psychanalyste, ces termes ne sont pas des formes d'illusion? Alors, pour moi, le sujet est construit par l'altérité. C'est-à-dire que je ne peux devenir moi-même que s'il y a un autre auprès de moi. L'autre, le premier autre, c'est ma mère. Et c'est elle qui, préverbalement, dans les premiers mois de l'existence, imprègne biologiquement au fond de moi des circuits qu'on peut maintenant photographier en neuroimagerie. On photographie les circuits, l'aptitude d'un bébé préverbal à éprouver une information comme une alerte ou au contraire comme un jeu, comme une exploration. Si donc le jeu bébé, je ne peux devenir moi-même que s'il y a un autre auprès de moi, et ensuite quand je parle, je ne peux devenir sujet de ma parole que si je me fais une représentation de mon histoire. Je suis celui qui a connu tel événement, et dans ce cas, le traumatisme, la maladie, les épreuves de la vie participent à la constitution. Je suis celui qui a connu tel événement, qui en a triomphé, qui n'en a pas triomphé, mais voilà, je suis sujet de cette histoire. Donc le sujet, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il ne tombe pas du ciel. Et c'est une construction constante. Oui, non, moi je suis tout à fait pense que le sujet de toute façon est une idée régulatrice qui nous aide à un moment donné à penser quelques cristallisations pour qu'à un instant T il se passe quelque chose. Mais il n'y a absolument aucune illusion unitaire du sujet. D'ailleurs, Jean Kelevitch le dit très bien quand il dit le courage est un cogito. Un cogito, ça veut dire que ce n'est pas je suis un sujet et je vais être courageux, c'est je commets un acte et là il y a un phénomène de cristallisation qui fait que tiens, je découvre que tiens, là il y a quelque chose éventuellement de moi, et puis ça repart. Il y a un sujet qui est bien évidemment intermittent, feuilleté, on est 1000, on est 10 000, que sais-je. Donc c'est pas... Et moi je viens d'un territoire un peu jungien qui de toute façon considère que, comme dit Jung, nous sommes d'un âge immense, et donc non seulement il y a une réalité relationnelle qui dit la vérité de la construction d'un sujet, donc l'intersubjectivité dit la construction d'une subjectivité, au temps présent, mais il y a en plus tout ce qui s'est passé avant. Donc il y a un petit peu de monde. Donc il y a à la fois ce qui se passe ici et maintenant, il y a tout ce qui est avant nous, et il y a toutes les projections futuristes qui viennent également construire. Et vous rajoutez cela, par-dessus tout cela, l'œuvre des hommes, la littérature, qui est aussi une autre famille,
la communauté humaine est immense. Et nous nous construisons sans cesse avec cela. Donc je n'ai pas, voilà, j'ai absolument aucune illusion solipsiste, un peu bêta de cela. Mais en revanche, encore une fois, ce sont des mots pour essayer pédagogiquement, de façon un peu didactique, de raconter cette itinérance qui est la nôtre sur le parcours. Et quand même d'avoir régulièrement ce sentiment à un moment donné d'être en acte de présence. Mais d'ailleurs, juste, je parle trop, pardon, mais très souvent, vous faites résolument sujet, quand vous faites sujet, c'est ce que disait tout à l'heure Boris, la frontière entre le soi et le non-soi, elle n'est plus tenable, elle n'existe plus. Vous avez un sentiment d'immanence. Très souvent, vous avez un sentiment de présence au monde. Et c'est ça qui vous donne un sentiment d'être sujet. C'est pas le clos. Francesco, comment reprend ton courage en musique ? Je voudrais maintenant que nous en venions à l'actualité du courage et de l'héroïsme. Où en sommes-nous aujourd'hui avec le courage et l'héroïsme? Boris Cyrulnik, vous, dans votre dernier livre, vous opposez le vrai résistant qui opère dans l'ombre et n'est pas un héros, dites-vous?
aux terroristes qui cherchent la gloire en donnant la mort aux autres. Comment fait-on la différence entre ces deux figures? Oh, pour moi, elle est très simple. Hein. Le résistant n'a jamais mis une bombe dans une école. Les résistants ne sont jamais rentrés dans une pâtisserie pour tirer sur les grands-mères et sur les enfants qui accompagnaient la grand-mère dans la pâtisserie. Ça, c'est les terroristes qui font ça. Les résistants ont intérêt à ne pas passer à la télévision, parce que s'ils passent à la télévision ou s'ils se font remarquer, ils vont être arrêtés. J'ai un jeune oncle qui s'est engagé dans la résistance avant l'âge de 18 ans et qui m'expliquait que le premier attentat résistant était presque toujours réussi parce que la Gestapo et l'armée nazie ne s'en méfiaient pas. Le deuxième acte, presque toujours, les résistants étaient arrêtés. Et celui qui arrivait à franchir le deuxième acte était pratiquement imprenable jusqu'à la fin de la guerre, parce qu'il avait appris un métier. Et il avait appris ce métier parce qu'il avait appris à ne pas s'arrêter devant une affiche. Quand il s'arrêtait devant une affiche, il y avait toujours quelqu'un qui le surveillait et qui se demandait pourquoi est-ce qu'il s'arrête devant cette affiche et qui le suivait. C'est-à-dire, j'en ai parlé un petit peu avec Aubrac, le couple Aubrac, j'en ai parlé avec cet oncle. Il y avait un code comportemental à respecter pour ne pas éveiller l'attention de la Gestapo ou de l'armée nazie. Alors qu'au contraire, les terroristes n'ont qu'une idée en tête, c'est faire un attentat, commettre un attentat le plus horrible et le plus stupide qui soit, de façon à pouvoir terroriser, de façon à passer à la télé, de façon à pouvoir terroriser et imposer sa loi au pays désorganisé par la terreur. Alors le chef-d'œuvre de terrorisme, c'est le 11 septembre, où en sacrifiant 10 hommes, un petit groupuscule très riche a pu, en un clin d'œil, profiter de toutes les télévisions du monde en un clin d'œil et faire connaître leur message au monde entier. Donc les médias se sont fait complices des terroristes. Alors je pense que c'est radicalement différent et bien sûr les terroristes souvent cherchent à se faire passer pour des résistants alors que moi je pense que c'est carrément opposé. Cynthia Fleury, comment est-ce que vous analysez le phénomène, je sais bien que vous n'aimez pas le terme de radicalisation, qui vous hérisse, parce qu'être radical pour vous c'est quelque chose d'éthiquement positif, mais ce phénomène du retour du terrorisme, un terrorisme individualisé, avec des jeunes qui s'engagent, qui trouvent là une raison de vivre et de mourir, est-ce que on peut voir ça comme une réaction à ce que vous appelez la fin du courage, à une réaction à une forme de désœuvrement, voire d'humiliation? Est-ce qu'il y a un lien entre la fin du courage et des passages à l'acte de ce type-là pour vous? Oui, je pense qu'il y a effectivement un lien. Quand vous regardez aujourd'hui, il y a de plus en plus des études sur le profil des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs qui font ce type de passage à l'acte. C'est à la fois très générique et très atomisé, c'est-à-dire qu'il y a souvent une part de grand ressentiment, d'incapacité de sublimer un certain type de frustration, de sublimer une amertume qui s'est logée ici ou là et qu'on connaît, hein, le conflit psychique, il est de toute façon à l'intérieur de nous tous, hein, la question de la haine, la question du ressentiment, c'est une question qui traverse tout le monde. Mais à un moment donné, il y a l'obligation d'aller au-delà de cela. Il y a des questions structurelles, sociologiques. Bon, bien évidemment, il y a des parts d'environnement qui viennent accompagner cela, des mauvaises rencontres, des phénomènes de transfert sur des pervers qui font qu'à un moment donné, vous vous laissez happer par un autre parce que précisément, il n'y a pas de sujet. Il y a un sujet qui est trop faible en termes de, non pas de jugement, hein, mais en termes de densité, et qui tout d'un coup se fait happer parce qu'il est en demande de ça. Donc il y a une incapacité de gérer le manque, la question du manque, la question de ce qui est la perte, d'un sentiment de perte, etc. Et donc un phénomène de survie se met en place, phénomène d'autoconservation de soi. Hein, les passages à l'acte
contre soi-même ou contre les autres, c'est en dernière instance aussi, à un moment donné, pour tenir, même si ça nous emmène au fait de mourir, etc. Donc, pour moi, il n'y a pas de... La frontière est également très simple de manière a posteriori. De manière a priori, c'est peut-être plus compliqué. Plus compliqué parce qu'effectivement, tout personnage qui tente de faire un acte flirte avec le passage à l'acte. Entre guillemets, c'est pas simple de dire une théorie de l'action d'un côté et de l'autre un passage à l'acte qui précisément est une absence de sujet et précisément un débordement. Et puis de l'autre côté, non. Donc c'est pas, on le sait après, au moment de faire soit l'action sensée, soit la déraison, on ne le sait pas toujours. On peut pressentir, mais c'est pas si simple que cela. Mais c'est vrai qu'il y a du lien avec le sens. Bon, il y a du lien avec les autres, c'est-à-dire qu'on ne fait pas parler la pulsion mortifère. Là, c'est quand même des pulsions mortifères qui sont à l'œuvre. Normalement, c'est un lien avec l'avenir, c'est-à-dire que, de fait, on n'est pas dans une... Il peut y avoir un rapport au sacrifice de soi, bien sûr, mais fondamentalement, c'est parce qu'il y a une volonté de croire en un avenir meilleur. Mais tout ça, ce sont des choses qui peuvent flirter avec, effectivement, des figures plus kamikazes ou des figures plus terroristes. Mais il y a un sens de la limite, il y a une éthique. Il y a un code qui fait qu'à un moment donné, c'est le grand débat entre les justes de Camus et les mains sales de Sartre. Hein. Donc jusqu'où la violence est légitime. Il s'avère que dans le courage résistant, il y a un moment donné où il y a une finalité qui, par rapport à la violence qu'elle suppose à un instant T face à ce qui peut être de l'innocence, c'est un point d'arrêt. C'est un point d'arrêt et un autre chemin est choisi pour résister autrement. Alors que dans un autre cas, c'est un point qui précisément est instrumenté. C'est-à-dire que précisément là où il y a de l'innocence, on frappe. Précisément. Et on met en scène cette terreur. Là, c'est très très important dans le terrorisme d'aujourd'hui. Le terrorisme d'aujourd'hui est d'abord un terrorisme spectaculaire. C'est un terrorisme de spectacle. C'est un divertissement pour effectivement travailler nos imaginaires et nous faire peur à ce niveau-là. Donc les résistants n'ont jamais fait ça, ne se sont jamais souciés de cela. Donc encore une fois, a posteriori c'est assez simple, en amont c'est vrai que c'est pas si simple que ça. J'ajouterais que du point de vue des terroristes, nous faisons la guerre aujourd'hui comme un spectacle et qu'ils opposent un spectacle à un autre spectacle. Donc le critère du spectacle n'est peut-être pas tout à fait discriminant. Mais Boris Cyrulnik, vous dites c'est très simple de distinguer le résistant du terroriste. En même temps, dans votre livre, vous creusez l'ambivalence profonde de l'héroïsme. Nous avons tous besoin, dites-vous, de héros, les Tarzans, les Superman, et en même temps, il y a quelque chose dans l'attache à l'héroïsme qui peut être dangereux. Vous écrivez... c'est à la fois un besoin de s'identifier à des porte-paroles, mais il y a un danger qu'on s'en remette aux héros que nous admirons, du soin d'agir et de nous dicter notre volonté. L'histoire de sa vie nous raconte ce qu'on espère en donnant une forme narrative au besoin de ne plus se sentir faible et humilié. Notre heureuse soumission est aveuglée par l'excessive clarté des récits auxquels on aspire. Il me semble que là, on est dans l'ambivalence plutôt que dans la dissociation claire et franche entre le résistant et le terroriste. Eh bien, je suis encore d'accord avec ce que j'ai écrit. C'est-à-dire que l'héroïsation se fait par le récit. Tout à l'heure, vous avez cité Jean Moulin. Jusqu'en 1964, qui savait qui était Jean Moulin? Personne. C'est-à-dire que Jean Moulin, dans la vie réelle, avait été courageux, on n'en avait pas parlé, c'était pas un héros. Dès l'instant où son courage a été mis en récit et il est rentré dans la culture, Jean Moulin a été héroïsé. Et c'est maintenant, il y a des tas de lycées, de monuments, de récits qui glorifient Jean Moulin. Germaine Tillion
que j'admire beaucoup, qui ne voulait pas être un héros, elle voulait faire son travail d'ethnologue, et elle voulait tous les dimanches, j'ai rencontré des gens qui ont travaillé avec elle, qui l'aimaient beaucoup, et l'admiraient beaucoup, et ce qu'elle voulait, c'était faire son travail d'ethnologue au Musée de l'Homme, et faire des concours de cuisine, des concours de plats cuisinés. C'était tout ce qui l'intéressait. Elle ne voulait pas devenir un héros, elle voulait tuer personne, elle ne voulait pas être tuée. Le candidat héros dit « Je suis prêt à mourir pour vous sauver ». Et Germaine Tillion ne voulait tuer personne, elle ne voulait pas mourir. Elle voulait être ethnologue et faire des plats cuisinés, c'est tout. Alors dans les récits, elle a été héroïsée parce qu'ensuite, on a constaté son courage pendant la guerre et tout de suite après la guerre, où elle s'est engagée tout de suite, et puis surtout où elle a pris le parti du FLN jusqu'au moment où le FLN a mis des bombes dans les pâtisseries. Et là, elle a dit à ses amis du FLN, vous êtes des assassins. C'est ces mots, hein. C'est-à-dire que autant elle était partisane de l'indépendance de l'Algérie, et où elle a prouvé le FLN, quand le FLN combattait l'armée française, ça c'est un acte de résistance, mais quand le FLN a mis des bombes dans une pâtisserie où il n'y avait que des grands-mères et des petits-enfants, elle les a traités d'assassins. C'est-à-dire que, et c'est à ce moment-là que le courage, elle l'a eu avant la guerre, pendant la guerre, et elle a eu aussi le courage de ses opinions. Parce qu'en disant à ses amis, vous êtes des assassins, elle savait qu'elle perdrait leur amitié. Donc c'était coûteux pour elle. Eh bien, elle a eu ce courage, et c'est nous, ensuite, qui l'avons héroïsée, qui l'avons amenée au Panthéon, mais elle ne voulait pas y aller. Elle voulait faire des plats cuisinés. Cynthia Fleury, comment est-ce qu'on soigne les pathologies du courage ? Vous tenez aujourd'hui une des premières chaires de philosophie dans un hôpital, à l'Hôtel-Dieu, je le disais en introduction. Ce souci qui est le vôtre de la philosophie comme soin, est-ce que la philosophie peut nous aider ou est-elle totalement démunie? Aujourd'hui, il y a des experts en radicalisation en tout genre, des géopolitiques, des psychologues, mais que peut la philosophie face à ce type de pathologie du courage? Vous voulez dire les perversions du courage, quand tout d'un coup on confond courage, honneur, orgueil, hubris, démesure. Elle peut beaucoup, la philosophie, malgré ce qu'on croit. Elle peut beaucoup parce que elle essaye précisément d'abord de reformuler un acte de confiance profonde avec l'homme au sens l'être humain. Donc c'est une chose essentielle à un moment donné d'avoir un outil qui considère que vous êtes celui qui a la puissance. Donc il y a déjà un phénomène de réassurance de soi, d'estime de soi, de restauration narcissique au sens important du terme. Donc c'est ça, la philosophie, elle refait le chemin vers nous-mêmes et elle nous rend capacitaires, c'est-à-dire capables de faire quelque chose. Et je dirais que l'enseignement premier, c'est ça, et l'enseignement classique de Socrate, c'est quand il se définit comme, avec la maïeutique et comme un accoucheur des âmes, etc., c'est tout simplement cette vieille histoire de faire advenir quelqu'un qui est capable de, alors que notre sentiment généralement premier et parfois dernier, c'est un sentiment d'impuissance. Or, ce sentiment d'impuissance, c'est un sentiment mortifère, et face à ce sentiment mortifère, lorsqu'il prend la main, encore une fois, le cheminement est très rapide, soit c'est un passage à l'acte contre vous-même, soit c'est un passage à l'acte contre autrui. Donc, si vous voulez, la philosophie, c'est d'abord, je pense, une puissance qui lutte contre le ressentiment et contre la pulsion mortifère. Donc, ce qui me paraît être un point tout à fait essentiel. Alors qu'on en fait, hélas, sans doute trop, une théorisation cérébrale, on mélange philosophie et histoire de la philosophie. Je ne dis pas du tout que l'histoire de la philosophie n'est pas importante, c'est très important, mais ce n'est pas l'intégralité de la philosophie. Et c'est pour ça que le premier cheminement
de la philosophie, c'est l'acte de philosopher, c'est-à-dire à un moment donné, ce que dit Kant, c'est-à-dire sortir de l'état de minorité et oser penser par soi-même. Mais c'est un acte qui, selon les cultures, selon les niveaux d'individuation qui sont les nôtres, demande une énorme liberté, un énorme phénomène d'autorisation. Et donc ce sont ces phénomènes d'autorisation qui sont à mettre en place, et sachant que les phénomènes d'autorisation ne sont pas des phénomènes de moi décomplexé. Parce que ça aussi, on a un mélange assez terrible entre non, moi je défends vraiment le complexe, et soyez complexés, vraiment, ça ne fera du bien à tout le monde, et ça évitera que ça passe sa vie à déborder littéralement sur autrui. Mais donc voilà, donc la philosophie, elle a cette possibilité mais c'est vrai que dans un monde, si vous voulez, qui est quand même grandement concentré sur l'avoir, sur le fait d'accaparer, sur le fait de cumuler, sur les phénomènes d'appartenance, sur la propriété, etc., de travailler sur, tiens, qu'est-ce qui vient sublimer le manque que constitue le sujet, ça peut paraître un peu à côté de la plaque. Mais c'est efficace. De fait, c'est efficace au sens où ça donne véritablement un sentiment, comme dit Proust, un peu de temps à l'état pur, ça donne un sentiment d'éternité de soi. Donc ça donne soudainement un sentiment de plénitude. On parlait de Spinoza, 5e genre de connaissance chez Spinoza, c'est ça. Boris Cyrulnik, comment est-ce que on influe, on infuse de la résilience chez des sujets qui sont blessés, humiliés, qui font des passages à l'acte? Est-ce que il peut y avoir une transmission de la résilience, ou est-ce que c'est un chemin que l'on fait nécessairement seul? C'est nécessairement jamais seul, parce que en éthologie, on démontre, on photographie, on dose comment un être humain seul atrophie son cerveau très rapidement. Donc la solitude est une altération biologique. Donc la résilience est nécessairement pas seule. Alors pour répondre à votre question, c'est que avant le traumatisme, un bébé préverbal acquiert très tôt un facteur de protection s'il est dans une niche sensorielle, affective, qui le structure. C'est pour ça que, comme l'a dit Cynthia, le soi est hors de soi, c'est pas pensable. Puisque le bébé acquiert une confiance, le psychanalyste parle de confiance primitive, c'est-à-dire le bébé préverbal, dès les premiers mois de sa vie, acquiert une confiance primitive en soi si il y a une niche sensorielle qui le sécurise. Cette niche sensorielle, c'est le corps de sa mère. Mais c'est aussi l'esprit de sa mère, c'est-à-dire que si sa mère est déprimée, la niche sensorielle n'a pas la même forme que si sa mère éprouve du plaisir à jouer avec ce bébé. La niche sensorielle est structurée, le corps de la mère et son engagement avec le bébé est structuré par le monde mental de la mère. Et donc, ça, on voit comment là, il y a une transmission et que ce facteur de protection s'acquiert dès les premiers mois de la vie. Les pays d'Europe du Nord qui ont fait vivre les théories de l'attachement ont fait des réformes politiques pour l'éducation des interactions précoces. Et ils ont évalué les résultats après 15 ans de réformes éducatives des premiers mois de la vie. 1% d'illettrés. 15 à 16% d'illettrés en France. Diminution de 50% des suicides chez les adolescents des pays d'Europe du Nord, alors que les suicides étaient très élevés. Diminution de la psychopathie, c'est-à-dire que la définition des borderlines. Pendant très longtemps, je faisais un lapsus de l'oreille. Quand les psychanalystes employaient le mot de borderline, j'entendais borderline. Et ben, c'était un lapsus d'oreille très pertinent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une sémiologie bordélique. Donc j'avais compris. Mon oreille avait compris. Et donc, lorsque ces enfants-là acquièrent ces deux facteurs de protection, la confiance et l'aptitude préverbale à la mentalisation, par des gestes, par des comportements, par le pointer du doigt, par les dessins, un bébé s'exprime bien avant la parole, il s'exprime déjà. Et ensuite, pendant le trauma,
la structure du trauma joue un rôle majeur. Si je suis traumatisé tout seul, j'ai de fortes chances, j'aurai du mal à m'en remettre. Si je suis traumatisé et si je sens près de moi une présence sécurisante, ma mère, mon mari, mon compagnon, des amis, j'aurai beaucoup plus de chances de reprendre un processus de développement. Et après le trauma, 2 mots-clés encore, soutien et sens. Le soutien, il est aussi préverbal, c'est « je suis là, tu parleras quand tu voudras, mais si un jour tu veux parler, je serai là ». Mais ce n'est pas forcément verbal, c'est préverbal. Et puis sens, alors là, on a besoin des fabricants de récits, c'est-à-dire les artistes, les romanciers, les psychanalystes, les psychologues, les philosophes, les médias, qui là jouent un rôle très important dans la manière dont les récits structurent un événement. Parce que quand on a été blessé, s'il y a une discordance entre la représentation qu'on se fait de sa blessure, j'ai par exemple Leila Slimani vient de publier un livre très difficile à lire. Elle raconte comment elle a été violée. Si une femme est violée et sécurisée, elle reprendra, elle n'oubliera pas, elle a été blessée, mais elle reprendra un développement humain. Si une femme agressée sexuellement est abandonnée, et comme elle le dit, est stigmatisée par sa propre famille, qui lui dit « tu es souillé », comment voulez-vous qu'elle déclenche un processus de résilience? Après avoir été attaquée sexuellement, elle est attaquée par les gens qui devraient la soutenir. Donc, là, il y a une discordance entre le récit qu'elle se fait de soi et le récit que les autres font de ce qui lui est arrivé. Et quand il y a une discordance, le trauma est aggravé, alors que quand il y a une concordance, ça n'empêche pas la souffrance, ça n'empêche pas l'humiliation, mais on peut se remettre à vivre. Cynthia Fleury, pour conclure, je voudrais citer ces quelques mots de Yankelevitch qui vous inspirent dans votre réflexion, qui sont très très beaux, sur le courage comme ce qui nous sauve. Un héros, écrit Yankelevitch, représente un bond en avant de l'évolution créatrice. C'est la mort en lui qui est morte. Et vous ajoutez, un instant la vie, qui n'est qu'une suite d'instants mortifères et dégénérescents, bat la mort, un instant, la vie n'est que la vie et la corruption s'arrête. Oui, je pense qu'il y a, c'est quand je disais tout à l'heure, un peu de temps à l'état pur. Ce sont des victoires furtives, mais c'est un territoire immense. C'est-à-dire que c'est vraiment la sublimation. C'est-à-dire que quand vous faites un acte qui renvoie à de l'éthique, au sens fort du terme, vous avez un sentiment où tout d'un coup, la souillure, la corruption n'a pas de prise. Or, c'est quasiment impossible dans la vie. C'est quasiment impossible parce que c'est tout le temps là. Mais précisément dans ce moment de création, d'implication de soi totale, même cette seconde-là, elle est profondément pure. Et donc c'est cette pureté-là qui, bien évidemment, vient vous nourrir, vient vous préserver et vient faire en sorte que d'avoir, un peu de courage pour continuer à traverser la glu, la souillure ou tout ce que vous voulez dire. Mais je voulais juste dire une chose sur ce qui a été dit, parce que c'est vraiment importantissime sur ce que Winnicott a pu appeler le soin primordial de la mère, etc. Quand Winnicott explique qu'un bébé, ça n'existe pas, ou des choses comme ça paraît un peu volontairement caricatural, etc. Mais c'est ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que l'en-soi du bébé, il est bien évidemment en amont. Alors lui, il parlait de la mère. Aujourd'hui, on pourrait l'ouvrir et dire la fonction parentale, en règle générale. Et Dieu sait si... c'est très drôle quand vous mettez un... D'ailleurs, je crois que c'est vous qui m'avez raconté ça un jour. C'était assez drôle, ça m'avait fait beaucoup rire. Et c'est très vrai, c'est-à-dire quand les femmes, vous les mettez avec un bébé, et puis une grande partie, pas toute, hein, on va pas... Une grande partie, ça commence à gazouiller. Et ça discute avec le bébé en direct, hein, sur un canal qu'elles seules connaissent, et et ça touche, et le bébé commence à sourire, etc. Et puis vous racontiez que les hommes arrivent, ils attrapent le bébé, et puis pouf, ils l'envoient en l'air. Le truc, et le pauvre, déjà, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de dialogue, il a fait un saut en l'air, et puis au bout de 2-3 fois, non, il y a déjà un sourire, et il a compris, et c'est le handling différent.
mais bien évidemment que c'est un soutien. C'est un soutien du monde qui va passer non pas par les premières prémices d'un dialogue, mais par le contact, le rendez-vous comme ça un peu du corps à corps, etc. Et Winnicott dit c'est l'élaboration imaginative de la mère qui nous permet d'entrer en contact avec le monde, c'est-à-dire d'espérer que le monde, dit Winnicott, va répondre à mes attentes. Et c'est ça le travail de l'éducation. Et le travail de l'éducation, c'est ce soin premier qui fait qu'à un moment donné, vous transmettez à votre enfant le fait qu'il se dit, tiens, il va y avoir une rencontre possible entre le monde et moi, et avec l'effort, bien sûr, hein, c'est pas rien n'est dû, mais avec l'heure, avec le travail, oui, il y aura une rencontre. Et j'ai ce sentiment-là d'une certitude qui m'anime, et ça s'appelle tout simplement la confiance dans la vie, et ça s'appelle la base de l'éducation. Francesco, un moment d'éternité en musique.
Il se trouve que Francesco Cafisso ne parle pas français, mais je crois qu'il a tout compris parce qu'il a tout dit en un morceau. Merci beaucoup, Francesco Cafisso. S'il vous plaît. Il nous reste 9 minutes parce que Cynthia doit prendre un train. J'avais promis à ceux qui voulaient poser des questions. Donc soyez s'il vous plaît disciplinés. Il y a un micro dans la salle. On a 9 minutes pour répondre à vos questions. Où est le micro? Où est le micro? Il est là. Donc vous levez la main et s'il vous plaît, soyez concis. Vous aurez plus de réponses si vous êtes concis. Oui, là au fond, je vois un homme qui lève la main. Bonjour. On parle beaucoup de terrorisme, mais pas de fanatisme. Je ne sais pas à qui cette question s'adresse, je ne sais pas qui veut y répondre. Monsieur regrettait le fait qu'on ait parlé de terrorisme, mais non pas de fanatisme. C'était un débat sur le courage et ses perversions éventuelles, mais... Moi, je pense qu'il ne s'agit pas de la même chose. On peut très bien être fanatique sans passer à l'acte, alors que dans le terrorisme, comme l'a dit Cynthia, il y a passage à l'acte. Le fanatisme, c'est celui qui se soumet à une seule représentation. Ça peut mener au terrorisme, mais ça peut ne pas y mener si ça... C'est des gens qui ont la certitude, je suis le seul à avoir la vérité, et tous ceux qui ne pensent pas comme moi sont des mécréants qui méritent la mort, l'exclusion, la déportation, la rééducation, enfin vous pouvez inventer des tas de mots. Donc ça c'est le fanatisme, il n'y a qu'une seule vérité, la mienne. Alors, mais ça n'oblige pas forcément passage à l'acte. Alors que dans les terroristes actuels qui passent à l'acte, il n'y a pas de théorie. La plupart du temps, ils savent même à peine pourquoi ils passent à l'acte. Ils se disent musulmans, ils savent encore moins que moi ce qu'est l'islam, qui n'y connaît pas grand-chose. Donc je pense qu'il n'y a pas de théorie, il y a passage à l'acte parce que probablement ils n'ont pas appris la maîtrise de leur pulsion, soit parce que très petit, il y a eu une carence éducative grave, soit parce que plus grand, il y a eu une carence, une défaillance culturelle grave. Et là, il peut y avoir passage à l'acte, terrorisme, sans fanatisme, pour des raisons qu'ils ne comprennent pas très bien, mais l'acte, un bref moment de revalorisation narcissique de soi, juste avant la mort. Alors je crois que c'est très différent du fanatisme. Merci de cette réponse. Une autre question, levez les mains, levez les bras, je vois tout au fond de la salle, on va essayer d'aller rapidement tout au fond de la salle. Merci. Merci pour cette qualité de conférence, mais depuis quelque temps, moi j'observe quand même que quand un avion des Alliés balance des bombes sur les djihadistes, mais tue beaucoup de personnes tout autour, il est quand même très proche du terroriste qui vient dans une épicerie et qui métraille tout le monde. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la discrimination entre les actes. Quand tout d'un coup, Martin a fait la réflexion sur la question du spectaculaire et des manières de faire la guerre ou de propager la terreur, nous sommes bien évidemment parfois en miroir. Et c'est tout le problème. C'est tout le problème parce qu'à chaque fois que l'état de droit flirte, et même pas flirte, se commet à ce type d'acte, il renforce, il affaiblit sa crédibilité bien évidemment éthique, il affaiblit sa puissance symbolique et de fait, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que c'est une vraie question. Comment négocie-t-on? Est-ce que les principes démocratiques sont-ils négociables? Comment une démocratie se défend-elle face à des acteurs qui ne sont pas démocratiques? C'est une question qui est immense et qui n'est pas simple et qui va de ceux qui défendent type Dershowitz, professeur à Harvard, donc c'est pas non plus une institution inconnue, qui va défendre les mandats de torture, c'est-à-dire véritablement l'usage raisonné
totalement impuni de la torture pour un état de droit, un régime d'exception totale, jusque ceux qui, type plutôt Terestchenko, pour le citer, vont défendre un usage à jamais illégitime d'un certain type de violence quand vous vous appelez un état de droit, et qui dans un premier temps peut apparaître comme une faiblesse. Donc la controverse, elle est immense sur ce territoire, et encore une fois, lorsque nous dénonçons un passage à l'acte chez tel ou tel, ce n'est pas bien évidemment pour déculpabiliser un autre, mais c'est tout de même pour ne pas renoncer non plus à nommer ce qui doit être nommé. Une dernière question, ici devant. Ici, madame, vous voulez poser une question? Non? Oui, voilà, merci. Peut-on, ça va être très bref, peut-on parler d'un héroïsme du quotidien? J'espère que nos propos vous ont fait comprendre que oui. Cynthia? Oui, mais d'ailleurs, votre formulation a donné la réponse. Peut-on parler de l'héroïsme quotidien? Si on en parle, c'est qu'on héroïse maman, qui est d'un courage extrême, et c'est nous qui la rendons héros familial. Si on parle de papa qui travaille 15 heures par jour à la mine pendant 6 jours par semaine, c'est nous qui avons héroïsé papa. Donc vous avez parfaitement bien formulé la question. Peut-on parler de l'héroïsme quotidien? On ne peut héroïser que si on en parle. Très bien, mes chers héros, je vous salue, je vous invite à remercier Boris Cyrulnik, Cynthia Fleury et Francesco Cavisso. Merci.